bonjour Catherine Belzoun. Bonjour. Vous dirigez un institut de recherche sur les neurosciences. Vous êtes professeur des universités de classe exceptionnelle. Donc c'est tout dire. Et on aimerait aborder dans cette dernière vidéo un sujet qui est au cœur de votre fil rouge de toute votre vie, qui est au fond la question de l'émotion, mais aussi derrière l'émotion, de la question du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? Comment la conscience se construit ? Et on imagine aussi que ça a directement à voir avec la question de la dépression. C'est-à-dire qu'évidemment, un sujet, il déprime peut-être lorsqu'il ne sait plus très bien qui est le sujet, justement. Et en même temps, cette question du sujet, elle se fait à un moment très particulier où la science, dans son désir d'objectivité, dans son désir de réduction méthodologique, pose la question du cerveau, ô combien objet de conscience et objet du sujet, on essaie de l'aborder justement en tant qu'objet. Alors, au fond, première question, comment est-ce que vous pensez qu'on peut réduire le cerveau à un objet ? Le cerveau, donc vous parlez bien du cerveau, et vous ne parlez pas des fonctions du cerveau. Si, justement, est-ce qu'on peut réduire la conscience qui est dans le cerveau ? Et est-ce que la conscience est dans le cerveau, d'ailleurs ? Voilà, c'est-à-dire... c'est ça, c'est parce que sinon, le cerveau en tant qu'objet, certes, on a le cerveau d'Einstein, qu'on a, malgré qu'il ne le voulait pas, qu'on a gardé comme un objet scientifique. Mais est-ce que Einstein est dans son cerveau ? Oui, je pense que effectivement, le cerveau est sans doute un organe qui nous est nécessaire pour, pour avoir des interactions sociales, pour ressentir quelque chose, pour réfléchir, pour penser, pour avoir un sentiment d'exister. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est nécessaire qu'elle est suffisante. Et je pense que c'est là qu'il y a une confusion. Parce qu'on a souvent tendance à penser que puisqu'elle est nécessaire, elle est suffisante. C'est pourtant évident qu'elle n'est pas suffisante. Si je prends un cerveau et que je le mets là sur cette table, il ne va pas penser et il ne va rien ressentir du tout, puisqu'il ne peut avoir un sens déjà qu'en lien avec son environnement immédiat qui est le corps dans lequel il se trouve, le corps vivant dans lequel il se trouve, et puis l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, le corps social aussi. On a découvert qu'il y avait un énorme impact de la société sur l'individu et donc sur son cerveau et sur l'identité créée par la société, par une société donnée, par rapport même à la subjectivité, effectivement. Donc on est dans des interactions complexes en permanence. Mais ça pose la question, justement, très souvent discuté dans différents milieux intellectuels dans le monde entier, du statut. C'est-à-dire qu'on voit bien que autant le réductionnisme méthodologique est complètement légitime par rapport à des objets évidemment sans conscience, autant brusquement dès qu'on touche à l'objet de la conscience et du sujet, ça pose des questions. Et comment vous abordez ça dans une approche pluridisciplinaire, justement ? C'est-à-dire que je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux. Je pense aussi que l'un des problèmes majeurs qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les scientifiques sont insuffisamment formés à la philosophie, par exemple. Donc, du coup, il manque déjà des outils culturels pour affronter ce genre de questions. Donc, et comme il manque de ces outils culturels, ils ont souvent une difficulté à distinguer le réductionnisme méthodologique qu'il faut qu'ils utilisent, puisque la méthode expérimentale requiert d'avoir recours à la méthode réductionniste. Donc moi, je n'ai strictement rien contre cette méthode réductionniste. Mais il faut bien voir que c'est juste une méthode. Et qu'on ne peut pas déduire des conséquences ontologiques d'une méthode. C'est là qu'il y a un petit peu, c'est-à-dire que comme les scientifiques ne sont pas vraiment formés à réfléchir à cette question, du coup, puisque sous leur microscope, ils ont vu, non pas la pensée, mais un neurone, ils vont dire, sous mon microscope, je n'ai rien vu d'autre. Donc, on peut réduire la pensée à un neurone, puisque, voilà, mais... Au fond, on glisse d'un réductionnisme méthodologique à un réductionnisme idéologique. C'est là qu'est le problème, effectivement. C'est-à-dire, autant
C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que le réductionnisme méthodologique, c'est une approche que je défendrais absolument. Parce que je pense que c'est même sur cette approche... fécond, il a beaucoup apporté. Il a beaucoup apporté, donc en fait, il ne s'agit pas du tout de dire qu'il faut arrêter cette approche. Mais il faut ne pas en déduire des conséquences philosophiques. Oui, alors du coup, si on revient à la question de l'objet, identité ou conscience, est-ce que vous considérez que malgré tout les neurosciences peuvent en dire quelque chose? Ou bien est-ce qu'il faut qu'elles gardent le silence en disant non, on n'arrive à rien à en dire et il faut prendre d'autres disciplines? Alors, là, ça demanderait d'aller un petit peu plus loin dans la définition de la conscience. Il y a eu des expériences assez fascinantes qui ont été menées dans les années 2000 par un type qui s'appelait Francesco Varela, qui lui, justement, a essayé de mettre en œuvre des méthodologies qui permettraient de résoudre cette question du sujet. C'est-à-dire, il demandait à des personnes quand elles étaient conscientes de quelque chose pour essayer de mettre ça en lien avec une activation cérébrale. Mais ça requiert des méthodes extrêmement rigoureuses et ça requiert effectivement aussi de bien avoir présent à l'esprit que le phénomène qu'on observera qu'on ne pourra pas réduire l'expérience du sujet à ce phénomène. Oui, on pourrait dire on va observer une manifestation de la conscience, mais c'est pas pour ça qu'on observe la conscience elle-même. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est là qu'il y a à nouveau ce défaut de formation des scientifiques. Oui, c'est ça. Mais donc la conscience en tant que processus, finalement, comment, même de manière incointive, comment vous en avez une approche depuis votre spécialité? La conscience de la personne. Voilà, le fait d'être... Voilà. La conscience comme acte ou comme processus, plutôt que la manière dont elle se manifeste. Moi-même, personnellement, je ne l'étudie pas scientifiquement. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à des déclarations verbales qui sont faites par les personnes, à des récits, etc. Mais effectivement, ces récits, il est très difficile de les associer à une trace biologique. Oui, il me semble avoir vu sur Internet, il faudrait que je retrouve exactement les éléments, mais cette découverte de certains scientifiques français montrant que ce qu'on appelle la conscience, en fait, c'est-à-dire à un moment donné, la différence entre quelque chose qui est perçu inconsciemment de quelque chose qui est perçu consciemment, c'est effectivement l'activation de l'ensemble du cerveau, alors que on voit que le cerveau peut percevoir des choses sans que ça atteigne la conscience, mais ça active juste un tout petit morceau du cerveau. Même d'ailleurs dans les images subliminales, ils s'aperçoivent qu'effectivement, quelque chose qui n'est pas perçu consciemment est néanmoins enregistré par le cerveau, ce qui est tout de même assez étrange, et ce qui donne aussi un nouveau statut à l'inconscient, parce qu'en fait, notre cerveau perçoit beaucoup plus de choses, semblerait-il, que ce que nous en avons conscience. Est-ce que, au niveau de votre sujet qui est spécifiquement les émotions, est-ce que les émotions, au fond, il y a eu une percée dans ce domaine et qu'on comprend beaucoup mieux les émotions aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, plus on progresse dans les émotions, plus c'est difficile? En plus, les émotions étant liées aussi à l'art, et donc est-ce que on a fait une percée dans le domaine de la meilleure compréhension de ce qu'est l'émotion artistique, puisque c'était votre point de départ, comme vous l'avez expliqué. Il y a énormément de travaux actuellement qui s'intéressent notamment à l'expérience musicale, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cerveau quand on est ému par une très belle musique et qu'on ressent cette sensation corporelle du frisson, qu'on appelle le frisson musical, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement beau, il fait frissonner. Donc en fait, il se passe quelque chose de corporel. Et ça, effectivement, il y a pas mal de travaux qui s'y intéressent, qui ont trouvé, donc qui trouvent, en fait, ce qu'ils trouvent, c'est des corrélats. C'est-à-dire des régions du cerveau qui sont activées quand des personnes ressentent ce genre d'émotion. Mais qui dit corrélat ne dit pas, finalement, mise à jour du mécanisme. Évidemment. On n'est pas encore là. On n'en est pas là.
Et il y a une question essentielle, alors par rapport notamment à votre domaine, qui est aussi la dépression et qui est liée aux émotions. Est-ce que la question du sens, hein, on a vu ces travaux que dans les camps de concentration, je pense que c'est Bettelheim qui expliquait que finalement ceux qui survivaient le mieux, c'était ceux qui étaient porteurs de sens. Et par rapport à la dépression, ça doit être important, cette question du sens. Est-ce que la manière dont le sujet construit son sens, ça a une grande importance par rapport aux émotions et par rapport à la construction du sujet? Ah bah oui, certainement. C'est-à-dire que je pense que le sens, l'adhésion à des valeurs, enfin, ce genre de choses, de fondement de la personne, effectivement, va sans doute modifier, peut-être pas les émotions, mais la manière d'y réagir. Il y a eu des travaux très intéressants qui se sont intéressés, alors puisque vous avez évoqué le contexte des camps de concentration ou ce genre de choses, il y a des travaux très intéressants qui se sont penchés sur les raisons pour lesquelles certaines personnes acceptent, par exemple, d'être des bourreaux dans un système où on les obligerait à l'être, alors que d'autres y résistent. Et effectivement, cette aptitude à réagir est basée notamment sur les émotions, sur l'aptitude à ressentir des émotions par rapport à la souffrance d'autrui et à intégrer des valeurs morales. Et les deux choses ensemble permettent au sujet de résister à ces demandes qui peuvent être faites par des systèmes despotiques. Quand vous parlez de la capacité de ressentir des émotions par rapport à la souffrance d'autrui, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est parce que vous êtes bouleversé par ce que vivent les autres. Voilà, parce que vous êtes atteint et que vous avez par ailleurs un référentiel de valeurs. C'est-à-dire être atteint sans être débordé par. Voilà. Parce que si vous êtes atteint en étant débordé par, en fait, vous commencez par crier ou par pleurer et vous n'allez pas aider ces personnes. Enfin, je veux dire, donc il faut en même temps ressentir de l'empathie et avoir une aptitude de prendre de la distance. Oui. Enfin, les deux en même temps, ça peut paraître paradoxal. Une espèce d'objectivation presque, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer, je suis capable de l'analyser. C'est ça. Est-ce que c'est pas à voir avec ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle, c'est tout ce que vous expliquez là? Alors l'intelligence émotionnelle, c'est encore, c'est peut-être basé aussi beaucoup sur l'aptitude à comprendre les émotions d'autrui, mais à les comprendre d'un point de vue plus cognitif que affectif. Enfin, très très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages tout à fait importants aujourd'hui où nous sommes bouleversés par toutes ces émotions liées à un monde en transformation. Merci beaucoup pour vos questions. Merci à vous pour vos réponses et pour l'éclairage que vous avez apporté.